Je suis contre la limitation de vitesse, parce qu'il ne suffit pas de limiter la vitesse pour éviter des accidents. Il suffirait simplement que les gens respectent le code de la route. Et à partir de ce moment-là, on réduirait les accidents d'au moins 80%. Le débat faisait déjà rage dans les années 70 lorsque s'est posée la question d'une limitation de vitesse à 100 km/h sur autoroute. À l'époque, ce n'était pas le changement climatique qui était en jeu, mais avec plus de 15 000 décès par an sur les routes, un enjeu de sécurité routière. Alors que la Convention citoyenne pour le climat avait déjà proposé la régulation de la vitesse à 110 km/h sur autoroute, la nomination d'Elisabeth Borne comme Première ministre relance le débat. Alors, faut-il abaisser la limitation de vitesse sur autoroute à 110 km/h ? Est-ce véritablement utile pour lutter contre le changement climatique ? Alors, reprenons un peu le contexte. Les transports ont une empreinte carbone considérable. Ils représentent un peu plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Depuis les années 60 jusqu'au début des années 2000, les émissions du secteur ont connu une très forte augmentation. La faute à un accroissement de la population et surtout un nombre de kilomètres effectués par personne toujours plus grand. Le gain d'efficacité énergétique n'a que partiellement compensé cette hausse. Si le transport attelé, le train et le vélo ont peu à peu diminué le temps de marche, c'est surtout la voiture particulière qui l'a remplacée. Elle est aujourd'hui le moyen de transport avec lequel nous parcourons le plus de kilomètres pendant le plus longtemps et sur un plus grand nombre de trajets. Plus de 2/3 des kilomètres parcourus sont faits avec la voiture. Il est donc logique qu'elle représente près de 60% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Mais alors que l'agriculture, l'industrie ou le tertiaire ont fortement réduit leur part de pétrole depuis les années 70, les transports restent dépendants à 90% du pétrole. Ah oui, le défi pour décarboner le secteur des transports sera donc particulièrement difficile. Oui, et pourtant, la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et cela inclut évidemment les transports. Ok, mais limiter la vitesse de 130 à 110 km/h sur autoroute, c'est pas un peu comme faire pipi sous la douche ? Ça, il y a un vrai débat parce que c'est pas forcément vrai. Parce que vous êtes plus haut dans les tours et quand on roule à 120 ou à 130 km/h, c'est pas toujours vrai pour tous les modèles. Mais non, quand tu pousses ta bagnole, tu Allez, uses plus d'essence. Les voitures qu'ils font maintenant, toutes les bagnoles, elles vont à 200, 210, 230 km, même les petites voitures. Alors non, je suis pas d'accord avec vous. Dites une grosse bêtise. Alors non, quel que soit le modèle, on consomme toujours plus à 130 km/h qu'à 110 km/h. Que ce soit en SUV, en Porsche, en Twingo ou en 2 chevaux. Le différentiel peut être différent selon les modèles, mais il est toujours à la hausse quand on roule à 130 par rapport à 110. En fait, les émissions directes de gaz à effet de serre par les voitures sont en forme de U. À 10 km/h à vitesse constante, c'est là où les voitures émettent le plus. Vers 70-80 km/h, la vitesse est optimale, puis les émissions réaugmentent à mesure que la vitesse augmente. En moyenne, rouler à 110 km/h consomme 16% de carburant en moins qu'à 130 km/h. On trouve aussi parfois les chiffres de moins 20% en moyenne, et le magazine automobile Caradisiac a mesuré cette différence sur 2 méganes à moins 25%. Une économie non négligeable donc, d'autant que cette économie, elle marche aussi sur le portefeuille. Prenons l'exemple d'un Paris-Nice. On va considérer que ce n'est que de l'autoroute et la distance est proche des 1000 km. Eh bien, pour un prix de l'essence à 2 €, rouler à 110 km/h permet une économie d'une vingtaine d'euros sur environ 200 € et une perte de 1h30 sur un voyage de 10 heures. Vu le prix actuel de l'essence, c'est vraiment le bon moment pour rouler moins vite. Même si à ce prix-là, le mieux c'est le train finalement. Et pour les véhicules électriques ? C'est encore mieux. La consommation est réduite de 24% en moyenne. Et selon les tests du magazine Le Progrès, réalisés avec le SUV Volkswagen ID.4, on aurait même droit à une économie de 50% de carburant. Et en plus, selon les trajets, ça peut permettre d'économiser une recharge et donc au final de gagner du temps. Rouler moins vite pour aller plus vite. Alors ça, c'est pour l'impact direct de la mesure sur les émissions, mais on peut aller plus loin que ça. Historiquement, la possibilité d'aller toujours plus vite n'a pas diminué les temps de trajet. Elle a juste permis d'augmenter les distances parcourues. C'est assez bluffant à quel point la vitesse et la distance sont corrélées. Depuis 1975, le temps de trajet moyen est resté quasiment le même. Et cette corrélation est vraie pour tous les types de transport. Et du coup, j'ai une bonne nouvelle. En 2003, avec l'arrivée des radars automatiques, non, c'est pas ça la bonne nouvelle, la vitesse moyenne en France a légèrement diminué, et avec la distance moyenne effectuée.
Autrement dit, limiter la vitesse, en plus d'être efficace en termes de consommation, permet aussi de réduire la distance qu'on parcourt. C'est donc aussi un moyen indirect de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Non mais franchement, à force de réduire les vitesses, à un moment je crois que j'ai préféré prendre le train ou l'autobus. Tant mieux, c'est un peu le but. Bon, par contre, il faudrait pas que les gens qui prenaient la voiture avant prennent maintenant l'avion, ça serait contre-productif. Alors, cette corrélation entre la vitesse et la distance effectuée, elle n'est possible que parce que l'essence est extrêmement bon marché. Lâchez-moi, bon Dieu! Lâchez-moi, je suis casse la gueule, c'est connard! Alors ça va vous faire sauter de votre chaise cette phrase, mais pensez-y, avec 1 litre d'essence, vous pouvez faire dans les 15 km sans le moindre effort. Pourtant, ça demande une énergie colossale. Et même en ce moment, ça ne coûte que 2 € finalement. Vous pouvez me dire que le cheval c'est génial. Le cheval, c'est trop génial! Mais le pétrole, c'est quand même vachement mieux. Et d'ailleurs, le prix de l'essence est beaucoup moins cher qu'il y a 50 ans. En 1973, avec 1 heure de SMIC, on achetait 3 litres d'essence. En 2018, on en achète 6 litres. En plus, les voitures consomment beaucoup moins qu'à l'époque, 2 fois moins à peu près. Donc avec 1 heure de SMIC, on peut faire 4 fois plus de kilomètres que dans les années 70. Sauf qu'on fait beaucoup plus de kilomètres, donc ça coûte toujours très cher au final. Avec cette histoire de vitesse, on peut encore aller un peu plus loin. Une baisse de vitesse encourage aussi à la sobriété des véhicules. Des véhicules rapides demandent des moteurs plus puissants et plus lourds, mais aussi des équipements de sécurité plus lourds, et donc forcément une consommation supérieure. Et c'est d'autant plus vrai pour les voitures électriques, qui pourraient soit avoir de plus petites batteries, soit avoir une autonomie plus importante, les rendant encore plus intéressantes puisque ça pourrait éviter de recharger sur la route. En plus de ça, limiter la vitesse a aussi d'autres conséquences positives, comme baisser la pollution de l'air, diminuer la pollution sonore ou encore améliorer la fluidité du trafic. Et pour limiter les accidents aussi? Alors oui, dans le principe, mais il faut savoir que c'est loin d'être sur autoroute que la mortalité est la plus importante. En France, c'est seulement 8% des accidents mortels. Et ces accidents ne sont pas forcément liés à la vitesse. Et puis si tu t'endors au volant, que tu roules à 130 ou à 110, ça fait pas forcément une grosse différence. Ouais, tu me diras, en Allemagne, ils ont pas de limite de vitesse et ça pose pas plus de problèmes que ça niveau accident. Oui et non. Alors déjà, il y a 2 tiers des autoroutes allemandes qui n'ont effectivement pas de limite de vitesse, mais il y a quand même une recommandation de ne pas dépasser les 130. Et globalement, cette recommandation est respectée. Donc c'est un peu difficile d'en tirer une conclusion, d'autant que ça dépend aussi de plein d'autres paramètres, comme l'état des routes, le nombre des voies, etc. etc. Ah d'accord. Et dans les autres pays, ils roulent à combien sur autoroute? Alors, au niveau de l'Europe, la majorité des pays limitent leur vitesse sur l'autoroute à 130 km/h, mais certains sont en dessous. L'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Belgique, la Finlande, la Suède sont limités à 120 km/h, tandis que l'Estonie, l'Angleterre ou plus récemment le Luxembourg sont limités à 110 km/h. Honnêtement, en Angleterre, je baisserais encore la vitesse. Quand tu vois que t'as 3 quarts des gens qui roulent à gauche, Ah, mais il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. tu vois, je suis plutôt convaincu de l'intérêt des 110 km/h, par contre beaucoup moins pour les 30 km/h en ville. Tout à l'heure, dans la courbe en U, tu as montré que l'optimum en termes d'émissions, c'était 70 km/h. Mais du coup, à 30 km/h, on consomme plus qu'à 50 km/h. Alors, cette courbe en U, on la retrouve pas seulement pour les émissions de CO2, mais aussi pour les polluants, comme par exemple les NOx. Seulement, ces graphiques sont valables pour des vitesses moyennes, et autant ils sont pertinents pour des routes ou des autoroutes, autant ils ne représentent pas du tout la réalité en ville. Parce que la majorité des émissions en ville sont liées à l'accélération. Or, le passage à 30 km/h en ville pourrait contribuer à réduire ces phases d'accélération. Et donc au final, c'est une bonne idée? Pour les émissions directes, eh bien, il n'y a pas de réponse claire. Dans certaines études, l'impact est positif, dans d'autres, l'impact est négatif. Ça doit dépendre des villes. Mais comme pour les 110 km/h, la limitation de vitesse à 30 km/h pourrait entraîner un report vers un autre moyen de transport. Par exemple, le ferroviaire, le vélo ou la marche à pied. À Grenoble, par exemple, le trafic de véhicules légers a diminué de 9% entre 2016 et 2018, après le passage aux 30 km/h. Pas sûr que cette baisse soit uniquement liée à la limitation de vitesse, mais ça y a sûrement contribué. D'autant qu'à 30 km/h, la cohabitation entre les voitures, les vélos et les piétons est bien plus facile. Baisser la vitesse limite sur autoroute a l'avantage d'être une mesure qui aura des effets immédiats et non négligeables à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre,
les polluants, mais aussi sur le porte-monnaie. Et c'est une mesure qui serait beaucoup moins injuste que par exemple monter le prix de l'essence. Mais bien sûr, ce n'est qu'un des nombreux leviers qui permettront la décarbonation du secteur des transports. Parmi les autres leviers, on peut citer l'électrification des véhicules, le développement des transports en commun, du vélo, du télétravail, l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules, l'aménagement du territoire, histoire qu'on habite près de notre emploi par exemple, ou encore le développement du covoiturage. C'est quand même sympa en covoiturage de pouvoir faire des rencontres comme ça et discuter. Mais il faudra aussi changer notre façon de vivre. Le désir de vitesse est sans doute le propre de l'homme. Des caravelles aux diligences, puis des locomotives aux avions en passant par la voiture, le vélo ou les trains à grande vitesse, de la lettre au mail, du WAP à la 5G, le monde s'est fortement accéléré depuis le XVIIIe siècle. La technologie nous a donc aidés à économiser du temps et nous devrions théoriquement bénéficier de davantage de moments libres. Pourtant, dans un monde où tout va toujours plus vite, les gens semblent toujours plus pressés, en retard et en manque de temps finalement. C'est comme s'il y avait une corrélation entre le temps que l'on économise et la sensation d'en manquer. Si la voiture permet d'aller 2 fois plus vite, nous ferons 2 fois plus de distance. Si un mail prend 3 fois moins de temps à écrire qu'une lettre, on en écrit 3 fois plus. Notre rapport au temps est donc profondément lié à l'impératif de croissance. Toute notre vie semble soumise à cette logique d'augmentation, de compétition et d'accélération. Et dans notre monde fini, cette aliénation au toujours plus haut, plus vite, plus fort, nous conduit à un dérèglement climatique qui menace nos vies et celles de nombreuses espèces. Peut-être serait-il temps de reconsidérer notre rapport au temps.